Bonjour à tous. Je vais parler du syndrome d'obstruction intestinale distale concernant l'enfant et l'adulte. Je tiens à remercier tout le monde de la filière et de la Société française de mucoviscidose de m'avoir invité à faire cette présentation. J'ai aucun lien d'intérêt concernant cette présentation. Tout d'abord, je voudrais vous raconter une histoire d'obstruction intestinale distale. Il s'agit d'une femme née en 84 qui a une mucoviscidose avec insuffisance pancréatique exocrine. Elle est delta F508, 2711 DLT, avec une forme complète et sévère. Elle a bénéficié d'une transplantation pulmonaire en 2008. Elle avait alors 24 ans, sans complications notables. Elle est atteinte de diabète au décours de la transplantation pulmonaire, puis un diabète gestationnel à 20 semaines d'aménorrhée au cours de sa première grossesse, actuellement résolutif. Elle a une hypertension artérielle qui date de la transplantation pulmonaire et par ailleurs, dans ses antécédents, elle a 3 épisodes de colite néphrétique avec lithiase oxalocalcique. Elle n'a jamais présenté d'épisode de SOID. Sa deuxième grossesse débute en novembre 2017. Elle est obtenue par ICSI et à 26 semaines, elle est hospitalisée pour une anémie sur rectoragie se majorant et elle bénéficie d'une ligature élastique des hémorroïdes sous anesthésie générale le 16 avril. Et 4 jours plus tard, elle présente un syndrome occlusif qu'on attribue à un ileus fonctionnel post ligature élastique ou à une cholécystite, puisqu'à l'écho, elle a quelques lithiases vésiculaires avec une vésicule à parois un peu épaissie. Alors, ceci pour vous illustrer le syndrome d'obstruction, avec sur le premier ASP quelques niveaux liquides et une opacité complète de toute la partie inférieure de l'abdomen. Et 5 jours plus tard, une majoration de la distension grêle au-dessus de l'obstacle avec des niveaux hydroaériques assez marqués. Cette patiente ne présente aucune amélioration sous repos digestif, perfusion, rééquilibration hydroélectrolytique, utilisation de polyéthylène-glycol par voie orale, puis par sonde nasogastrique, puis devant des vomissements importants, une sonde nasogastrique avec aspiration. Et le gynéco-obstétricien refuse que l'on utilise de la gastrographine en lavement ou par la bouche en raison de l'hyperosmolarité de ce produit et des risques pour le fœtus. Le 24, il y a une IRM abdominale qui montre une occlusion grêle d'allure mécanique évidente avec des anses qui sont pleines de matière compactée. Et devant ce tableau d'occlusion qui résiste à la prise en charge médicale, une chirurgie est décidée le 25/4 par open chirurgie qui retrouve des anses jéjunales distendues en amont d'un obstacle endoluminal. Il s'agit de concrétion de sel et mucus impactés dans l'iléon. Une entérotomie est réalisée avec extérioration des mucobézoares et rétrovidange du contenu des anses jéjunales. Heureusement, tout ceci se termine bien. Les suites opératoires sont simples. Elle ne présente pas de menace d'accouchement prématuré. Et sa petite fille, Jade, est née à 34 semaines plus 4 jours, c'est-à-dire plusieurs semaines au décours, et elle va bien. Ceci pour vous illustrer la complexité de la prise en charge de ce syndrome dans des situations particulières. Donc, le syndrome d'obstruction intestinale distale, en fait, il n'y a rien de très neuf sous les tropiques. Il existe une définition précise qui différencie le SOID et la constipation, qui date de 2010. Et le syndrome d'obstruction intestinale distale comporte une obstruction intestinale complète avec des vomissements bilieux, avec des niveaux hydroaériques dans l'intestin grêle, sur la radiographie d'abdomen sans préparation, associée à une masse de l'iléocécal et à des douleurs abdominales avec ou sans distension abdominale. Et on définit le SOID complet comme étant
l'entité clinique qui comprend ces 3 éléments et le SOID incomplet qui comprend les 2 derniers sans complète. Quels sont les facteurs associés? Il y a une étude réalisée par Anne Mink et collaborateurs, publiée en 2016, qui a été effectuée sur 10 pays entre août 2009 et octobre 2012. Il s'agit d'une étude prospective. Il s'agissait de 9 pays européens et Israël. Cette étude a colligé 102 patients qui ont présenté 112 épisodes de SOID, dont en gros la moitié était complet et l'autre moitié incomplet. L'incidence de cet événement est d'environ 8 pour 1000, à peu près identique chez les enfants et chez les adultes. On note que les récurrences sont plus fréquentes chez les femmes et les facteurs associés à l'événement syndrome d'obstruction intestinale distale sont avoir des antécédents d'iléus méconial, une insuffisance pancréatique exocrine, un diabète, de la mucoviscidose, une atteinte hépatique de la mucoviscidose et une colonisation à Pseudomonas dans cette étude. C'est la seule étude qui retrouve ça et ça témoigne très certainement de la sévérité des atteintes avec insuffisance pancréatique exocrine et mutation sévère, a priori. D'une façon plus générale, dans les différentes études, les facteurs de risque de présenter un épisode de SOID sont avoir un génotype sévère, une insuffisance pancréatique exocrine, en sachant qu'on peut présenter un syndrome d'obstruction intestinale distale alors qu'on est suffisant pancréatique, un antécédent d'iléus méconial, où dans la population des patients qui ont présenté des SOID, 44% d'entre eux ont un antécédent d'iléus méconial versus 15% d'entre eux dans la population des patients en général. Être en situation de post-transplantation pulmonaire où l'incidence est élevée, variant de 10 à 20%. La déshydratation favorise les épisodes de SOID. Elle peut être liée à des exacerbations respiratoires et l'influence de la température extérieure a été suggérée mais non démontrée. En contexte de stéatorée mal contrôlée, ce qui veut dire une mauvaise observance des extraits pancréatiques gastroprotégés, c'est un facteur de risque d'épisode de SOID. Avoir des antécédents d'épisodes de SOID multiplie le risque relatif par 10. Ça touche surtout les femmes. Et en fait, une étude prospective étudiant le devenir des patients ayant présenté un SOID en Israël a montré que les patients peuvent récidiver avec un ratio jusqu'à 70%. Avoir des antécédents de chirurgie abdominale, avoir un diabète lié à la mucoviscidose, dans les patients ayant présenté un épisode de SOID, en gros, la moitié d'entre eux présentent un diabète versus 24% dans le registre, et avoir une atteinte hépatique liée à la mucoviscidose. 22% des patients ayant présenté un épisode de SOID ont une atteinte hépatique versus 12% dans le registre. Quelle est la physiopathologie des épisodes de SOID? C'est une pathologie spécifique de la mucoviscidose qui est liée à CFTR et c'est un équivalent d'iléus méconial chez le patient plus âgé. Il y a une très jolie étude réalisée par Blackman et collaborateurs et publiée en 2006 qui a fait une étude de concordance génétique chez des jumeaux monozygotes, 65 jumeaux monozygotes et dizygotes, 23, et des fratries. Et dans cette étude, on a pu montrer que les épisodes de syndrome d'obstruction intestinale distale sont corrélés à des mutations CFTR sévères, mais pas corrélés à d'autres facteurs génétiques comme des gènes modificateurs, comme cela a été montré pour les épisodes d'iléus méconial. Donc, d'autres facteurs non génétiques, probablement personnels et peut-être environnementaux, bien que ce type d'étude de fratrie limite les facteurs environnementaux différents, interviennent dans la genèse des épisodes de SOID.
Donc, en résumé, on sait que le CFTR est exprimé dans le tube digestif et cela entraîne une sécrétion digestive altérée avec une réabsorption hydrique liée au canal ENaC importante, une diminution du flux hydrique et de chlore liée à la mutation CFTR elle-même et une diminution des sécrétions induites par les acides biliaires dans l'iléon terminal. Il existe aussi une motricité digestive altérée avec une dysfonction neuromusculaire entérique, une hypertrophie musculaire digestive et la stéatorée elle-même entraîne une dysmotricité digestive. On ne sait pas très bien quel est le rôle favorisant éventuel de la dysbiose intestinale et du syndrome de pullulation intestinale du grêle, autrement appelé SIBO, dans la genèse des épisodes de SOID. Le diagnostic, il est clinique avant tout. Il y a deux situations diagnostiques différentes. La première, il s'agit d'un syndrome occlusif aigu qui évoque un SOID complet, ou bien l'exacerbation aiguë de douleurs abdominales chroniques qui peut aussi évoquer un SOID complet. Et la deuxième comporte des douleurs abdominales récidivantes ou chroniques qui peut évoquer un SOID incomplet. Le début est toujours aigu ou sous-aigu. Le tableau comporte des douleurs abdominales périombilicales ou en fosse iliaque droite, avec palpation d'une masse en para-ombilical droit ou en fosse iliaque droite. À noter que cette masse para-ombilicale droite peut être présente à l'examen clinique sans autre signe associé, ni douleur, ni vomissement, et dans ce cas, elle ne nécessite rien d'autre qu'une surveillance. Dans le tableau clinique, on note des nausées et une anorexie sans vomissement, ce qui évoque une obstruction incomplète, ou la présence de vomissements alimentaires puis bilieux, ce qui évoque un SOID complet. Sur le plan des explorations complémentaires, l'abdomen sans préparation montre une stase stercorale prédominante au niveau du cadran inférieur droit, plus ou moins associée à des niveaux hydroaériques du grêle. L'échographie abdominale permet d'affirmer le diagnostic ou plutôt surtout de rechercher des diagnostics différentiels, comme on le verra tout à l'heure. Et le scanner abdominal montre une dilatation des anses grêles en amont d'une masse fécale située dans l'iléon distal et le cécum. Malheureusement, le scanner abdominal est le plus souvent l'examen qu'il est possible d'avoir en urgence. L'IRM abdominal, qui serait l'examen plus indiqué, montre les mêmes anomalies. Le lavement opaque aux hydrosolubles en utilisant de la gastrographine permet à la fois un diagnostic différentiel et un début de prise en charge thérapeutique de ces épisodes de SOID. Vous voyez à côté quelques images illustratives de syndrome d'obstruction intestinale distale complet. Les diagnostics différentiels sont avant tout l'invagination intestinale aiguë, le mucocèle appendiculaire plus ou moins compliqué d'infection et plus ou moins associé à une invagination intestinale aiguë, des phénomènes d'occlusion sur bride, les tumeurs chez l'adulte bien sûr, et le principal diagnostic différentiel par ordre de fréquence est une constipation qui convient d'écarter selon les critères cliniques qu'on a vus tout à l'heure. Dans le cadre de la mucoviscidose, les maladies inflammatoires chroniques intestinales type Crohn ont une prévalence discrètement augmentée par rapport à la population générale et doivent être recherchées. Des complications comme les colites infectieuses, notamment à Clostridium difficile, peuvent également se présenter par un syndrome occlusif et des douleurs abdominales. Ci-dessus, vous avez des illustrations
de l'intérêt du lavement aux hydrosolubles qui met sur ce cliché en évidence des images typiques d'invagination intestinale aiguë qui étaient préalablement diagnostiquées à l'échographie. Concernant le traitement, il n'existe aucun consensus, pas d'évidence-base médecine qui nous aide à décider des traitements à mettre en place. La prise en charge reste donc empirique, symptomatique et adaptée au degré d'obstruction. Tous les patients doivent bénéficier d'une majoration de l'hydratation et ce de façon importante. En cas de SOID incomplet, c'est-à-dire sans vomissement, l'utilisation de polyéthylène glycol, Movicol ou CleanPrep, à la posologie de 2 grammes par kilo et par jour, avec un maximum de 100 grammes par jour, est indiquée. Ces doses peuvent être répétées dans le temps et on peut être amené à utiliser en alternative une solution de PEG iso-osmotique à la posologie de 20 à 40 ml par kilo et par heure sur 8 heures avec un maximum de 1 litre par heure. On peut également être amené à utiliser la méglumine mitrotrizoate de sodium, autrement dit la gastrographine, qui est un soluté hyperosmolaire et que l'on utilise dilué au ratio de 1/4. 50 ml pour 200 chez l'enfant, 100 ml pour 400 chez l'adulte. Et cette solution peut être utilisée par voie orale, administrée par sonde nasogastrique ou en lavement par voie rectale. Il faut noter que des volumes souvent importants sont nécessaires pour être efficaces par voie rectale. On veillera dans ces épisodes de SOID incomplet à mettre en place des thérapeutiques antalgiques, si possible non opiacées, pour éviter le retentissement sur le transit intestinal. Le SOID complet, qui comporte des vomissements alimentaires ou bilieux, doit être pris en soin avec l'institution d'une perfusion pour hydratation, assurer l'équilibre hydroélectrolytique, la mise en place d'une sonde gastrique en inspiration et l'utilisation des mêmes thérapeutiques que pour le SOID incomplet, en allant plus préférentiellement vers l'utilisation de la gastrographine en lavement. Et ces lavements sont à répéter de façon importante si l'on veut espérer une efficacité. Lorsque le syndrome d'obstruction intestinale distale persiste malgré cette prise en charge adaptée et que les constantes vitales du patient sont correctes, on peut utiliser des coloaspirations sous anesthésie ou même l'instillation de gastrographine percoloscopique, idéalement au niveau de l'iléon terminal et parfois seulement initialement qu'au niveau de la masse cécale. Cette ingestion de gastrographine peut également être réalisée en péropératoire, percélioscopie, au niveau de l'iléon terminal, plus ou moins associé à une entérotomie. Ce qu'il faut retenir, c'est que le traitement conservateur médical est efficace dans au moins 80% des cas et que ce qu'il faut faire, c'est tout faire pour ne pas opérer. Et l'intervention ne doit être décidée qu'en cas d'anomalie des paramètres vitaux, mauvaise tolérance, presque en dernier recours. À noter, ce qu'il est noté dans le PNDS en 2017, nous paraît, les gastro-entérologues pédiatres, nous paraît parfaitement inadapté. Les patients qui présentent une occlusion liée à un SOID complet devraient être hospitalisés en milieu spécialisé dans la mucoviscidose et non pas, comme cela est indiqué, en milieu chirurgical, car cette prise en charge nécessite une connaissance importante de cette complication
et bénéficient de l'avis de spécialistes de la mucoviscidose plus que des avis chirurgicaux non spécialistes. Bien évidemment, les chirurgiens sont appelés, doivent nous donner leurs avis et éventuellement appelés de façon répétée. Il existe des arbres décisionnels pour décider des différentes lignes de traitement devant des épisodes de SOID complets. À gauche, un arbre décisionnel médical qui illustre ce qu'on a dit précédemment, c'est que, en gros, tant que la tolérance n'est pas trop mauvaise, on essaye de tout faire sur le plan médical pour éviter la chirurgie. Et à droite, c'est un arbre décisionnel réalisé par des chirurgiens qui confirment que, sauf mauvaise tolérance, instabilité hémodynamique ou du patient, on fait tout et on répète le traitement médical pour éviter d'avoir recours à une chirurgie. Concernant la prévention des récidives qui sont fréquentes, comme on l'a vu, jusqu'à parfois 70%, il est très important de maintenir un traitement d'entretien prolongé par PEG à la posologie de 0,5 à 1 g/kg jour, avec un maximum de 40 grammes par jour, et ce traitement doit être prolongé plusieurs mois. Associé à cela, aborder cette complication en éducation thérapeutique est fondamentale et la conduite à tenir en cas de douleur abdominale se majorant, insister sur une bonne hydratation, une bonne observance de la prise des enzymes pancréatiques gastroprotégées et à l'importance de l'activité physique dans ce contexte. À noter que les études ont montré qu'il n'y avait plus de place pour l'utilisation de la N-acétylcystéine, comme cela a été réalisé auparavant, dans la prise en charge du syndrome d'obstruction intestinale distale. Quant à l'impact des modulateurs, pour l'instant, on n'a pas de données sur l'efficacité éventuelle ou l'impact de ces traitements sur le risque de SOID. En prévention primaire de ces épisodes ou secondaire lorsque les patients ont déjà présenté un épisode de SOID, beaucoup d'équipes effectuent des protocoles de préparation colique avant la transplantation pulmonaire et cela devrait être systématique avant une éventuelle chirurgie programmée comportant des risques d'ileus réflexe. En conclusion, le SOID est une complication spécifique de la mucoviscidose, potentiellement grave. La fréquence est inférieure à 1%, mais probablement sous-estimée en ce qui concerne le SOID incomplet. Le diagnostic est clinique avant tout et il faut se préoccuper des douleurs abdominales récidivantes, bien les interroger et bien les examiner car elles peuvent correspondre à des épisodes de SOID incomplets. Les facteurs de risque principaux sont les mutations sévères, l'insuffisance pancréatique exocrine et les antécédents d'ileus méconial. Le traitement est avant tout médical et il doit être insistant, répété, car il est le plus souvent efficace et il fait appel à l'utilisation de PEG en première intention et de gastrographine en deuxième intention. Il faut tout faire pour ne pas opérer et pour que ça soit fait dans des bonnes conditions, il faut que ces patients soient pris en soin par des équipes spécialisées en mucoviscidose connaissant cette complication. Les récidives sont très fréquentes, d'où l'importance d'un traitement d'entretien prolongé et d'une éducation thérapeutique concernant cette complication. Les épisodes de SOID
sont à prévenir lors de toute chirurgie à risque d'ilus réflexe, comme l'est la transplantation pulmonaire, mais comme le sont aussi, par exemple, les chirurgies anti-reflux, les cholécystectomies. Quant à l'impact des nouvelles thérapeutiques, des modulateurs, sur la fréquence et l'évolution du syndrome d'obstruction intestinale distale, il est encore inconnu. Il est logique de penser que ces épisodes diminueront probablement sous traitement, mais la grande fréquence des douleurs abdominales notées dans les dernières études en vraie vie, notamment pour le Trikafta, mais aussi pour d'autres, ne permet pas de répondre à la question puisqu'il n'est pas clairement étudié la fréquence et l'évolution des épisodes de SOID dans ces études. Je vous remercie.